time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Quelle nouvelle génération des centres commerciaux. J'invite pour en parler Jean-Michel Silverstein. Venez me rejoindre, Jean-Michel. Barbra Streisand. Voilà, Vincent Ravat. Vincent. Bonjour, installez-vous. Paul Tenaf, qui nous vient de Maastricht, j'ai fait les présentations tout à l'heure. Et puis Pascal Madrid, que j'ai vu tout à l'heure. Bonjour Pascal. Barbra Streisand. Voilà, bonjour à tous les quatre. Installez-vous. Je vais garder Pascal avec moi sur la scène parce qu'on va démarrer avec vous, Pascal Madrid, donc pour parler de cette nouvelle génération des centres commerciaux. La profession vous connaît bien, hein, Procos, bien évidemment, et puis l'Institut pour la ville et le commerce. Alors, peut-être nous faire une petite présentation. Hein, vous avez fait une présentation assez dynamique pour un peu nous rappeler en termes de volume, en termes de projet, en termes d'évolution, ce que vous voyez pour les centres commerciaux et ce qui vous intéresse pour les centres commerciaux de centre-ville et en quoi, effectivement, on est dans des nouvelles générations, notamment à travers les nouvelles techniques. Ça aussi, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, Pascal. Alors, mon propos sera d'ailleurs plus large puisque je vais parler un petit peu des centres commerciaux et en fait beaucoup du commerce moderne et de ses mutations. Alors, préalable, je ne suis pas un usurpateur, je vais essayer de vous parler de choses sérieuses, en tout cas de vous en convaincre, Oui. et cela à partir de simplement 10 slides. Alors Allons-y, bravo. Nouvelle dynamique du commerce. Une idée simple, en fait, hein, nous sommes peut-être en train de connaître une révolution du mode de fonctionnement du commerce qui est l'égale de ce que l'on a connu dans les années 60 avec l'apparition du discount. Oui. C'est cela que dont j'aimerais vous convaincre. Alors, avec un petit préalable, vous avez là l'évolution du nombre de commerces depuis en fait 1850, depuis quasiment l'ouverture du premier grand magasin. Et vous voyez qu'à peu près depuis les années 30, eh bien, le nombre de commerces diminue. En fait, on a perdu la moitié de nos commerces depuis ces années-là, Oui. quand dans le même temps, la population française, elle, a augmenté de 40%. Donc c'est un effort de productivité fabuleux. Avec 2 fois moins de commerces, on satisfait les besoins de consommation d'une population qui a augmenté de 50%. Et dont les besoins de consommation, d'ailleurs, se sont aussi énormément considérablement diversifiés. étendus, bien sûr. Voilà. Un secteur donc, qui se concentre par son outil de travail avec ce nombre de boutiques qui diminue. Un secteur qui se concentre également en termes de capital. Maintenant, le commerce est de plus en plus l'affaire de groupes de distribution. C'est ce que vous voyez sur ce camembert à gauche, avec les succursalistes qui représentent quasiment la moitié de l'activité. Le commerce associé, donc les franchises, l'affiliation, etc., à peu près 40%. Et le commerçant indépendant isolé, dont on a parfois un peu la nostalgie, lui aujourd'hui, il ne pèse plus qu'à peu près 15% de l'activité. Il y a seulement 50 ans, c'était 80% du chiffre d'affaires du commerce. Donc vous voyez une véritable révolution commerciale. Et puis à droite, dernier camembert, où consommons-nous? Quels sont les lieux où nous dépensons nos budgets de consommation? Eh bien, nous consommons aujourd'hui essentiellement en périphérie. Et alors là, c'est massivement, évidemment, les centres commerciaux en périphérie, on est d'accord. Les centres commerciaux, les retail parks. Mais beaucoup les retail parks, beaucoup aussi les grandes surfaces spécialisées, les Decathlon, les Confo, etc., etc. Donc 60%. Les centres-villes, dans le meilleur des cas, un quart de nos dépenses. Et le commerce de proximité, 13%. Bon, on verra avec Jean-Michel Silverstein, effectivement, comment s'inscrivent dans ces 25% les centres commerciaux, bien évidemment, aujourd'hui en France. Ouais. Ils sont partout, les centres commerciaux, y compris sur la proximité. Donc vous voyez, un commerce là on est un peu dans la rétrospective, un commerce qui s'est modernisé à marche forcée, qui s'est terriblement concentré. Et alors, grâce à un moteur, le discount qui a permis à notre société d'accéder à des biens de consommation de masse à des prix bas, il faut pas l'oublier. Hein. Alors, et là, vous intégrez déjà le hard discount ou pas? Alors, quand je parle de discount, c'est vraiment la technique de vente, de grande distribution. Donc les grandes quantités, faible marge. Pour ça, on compresse les charges. Et on s'appuie également sur des réseaux qui vont permettre de réaliser des économies d'échelle sur l'ensemble de la filière, de grandes surfaces, etc. Mon propos, c'est de dire que ce modèle qui a été extrêmement vertueux, en tout cas pour ceux qui ont adopté cette technique de vente, aujourd'hui s'épuise et pour différentes raisons. D'abord,
quand on regarde le coût des matières premières, il ne fait que s'envoler depuis une dizaine d'années. Hein. Je prends H&M par exemple sur la rue Saint-Jean. Aujourd'hui, il doit acheter son coton 2 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Les joailliers, l'or coûte aujourd'hui 3 fois plus cher qu'il y a 10 ans. Le cacao, c'est 40%. Si vous êtes franchisé Jeff de Bruges, eh bien, le produit que Oui, vous surtout achetez, en ce moment, oui. voilà, c'est renchéri. Vous pouvez prendre quasiment toutes les matières, le pétrole aussi pour les jouets, par exemple. Je prends Oxybul, là encore, sur la rue Saint-Jean. Le pétrole a vu ses prix multipliés par 2. Donc, le coût des matières premières pèse aujourd'hui sur les coûts d'achat des commerces. Si on descend dans le compte d'exploitation, les coûts locatifs, eux, se sont emballés aussi. Je pense qu'il y a de nombreux commerçants dans la salle. Depuis 2000, vos loyers ont pris à peu près 40%, ont augmenté de 40%. Je ne pense pas que vos chiffres d'affaires aient progressé dans le même rapport. Et puis enfin, il y a ce consommateur qui aujourd'hui tousse, dont le pouvoir d'achat est en train de fléchir. Hein. Dans les années 60, 70, 80, on était sur des évolutions de 3-4% par an. Maintenant, on est plutôt à 0,5%. Et puis le Crédoc prédit des chiffres plutôt négatifs pendant les 3-4 ans qui vont venir. Hein. Ouais. Donc vous voyez, ça se grippe de partout. Et alors nos réseaux, comment réagissent-ils aujourd'hui? De cette façon-là, quand un magasin commence à être un petit peu en difficulté, c'est le paradoxe, eh bien ils vont en ouvrir d'autres. Pourquoi? Parce qu'en étendant le réseau de distribution, nos distributeurs vont pouvoir renforcer leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs fournisseurs. Et donc être moins cher. Et ce qui est perdu par le magasin est rattrapé en amont dans la filière par les économies d'échelle, encore une fois. Alors est-ce que ce n'est pas un peu une course en avant, en quelque sorte? Parce que la consommation, on sait qu'elle est stagnante. Donc on a toujours une poursuite, un rythme des points de vente, mais par contre, une croissance, on le voit à travers évidemment ce chiffre. Alors, la dépense de consommation qui, elle, stagne. C'est la conclusion principale de cette thèse, mais dont on discutera, je pense. Bien sûr. C'est que pour le discount arrive un peu à maturité, et pour se défendre de ce risque, nos enseignes sont lancées dans une course en avant, et elles s'illustrent parfaitement avec ce graphique. Vous avez là la courbe d'évolution de la consommation depuis 2000, c'est la courbe verte en bas, et puis dans le même temps l'évolution des surfaces commerciales en France, et vous voyez qu'on est sur un découplage croissant. La conso, c'est au mieux 2%, et les surfaces commerciales, c'est 3-4% chaque année. Donc découplage croissant, évidemment, ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Alors, quel avenir pour le commerce? Et je vais en finir là. Je pense qu'il y a 2 principaux défis pour notre commerce et qui probablement nourriront cette nouvelle révolution du commerce. Et puis, je rejoins ici les propos de Jean-Marie Dutilleul sur la communication, la révolution de la communication, l'évolution de nos mobilités. Je crois que le commerce va devoir faire face effectivement à ces enjeux-là. C'est ce que je disais tout à l'heure, on en parlera effectivement cet après-midi avec des évolutions massives, on peut penser. Et alors, premier enjeu, cette révolution des communications, cette révolution informationnelle, certains font le pendant avec la révolution industrielle. Nos modes de production changent, nos modes de consommation, parce que nos modes de vie changent, et la distribution au milieu, évidemment, doit s'adapter. Et alors, pour notre boutique, un enjeu fabuleux. Alors, d'abord, une boutique, c'est une innovation fabuleuse, puisque c'est une interface qui permet de gérer simultanément 3 types de flux. Des flux d'informations sur les produits, voilà ce que je vends, voilà ce que j'aimerais acheter. Des flux monétaires, évidemment, quand on paie. Et puis des flux de marchandises quand on transfère des droits de propriété. C'est l'interface qui permet de gérer simultanément ces 3 flux. Et la boutique le fait depuis qu'elle existe. Donc ça fait à peu près 8000 ans que notre outil est en monopole sur cette gestion de ces 3 flux. Avec la révolution informationnelle, et ça va au-delà d'Internet, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Notre boutique est en train de perdre ce monopole. Il y a maintenant toutes sortes d'interfaces qui permettent de gérer les flux d'informations, nos portables, Internet, etc. Les flux de paiement, on peut payer à distance. Et maintenant, les flux de marchandises, puisqu'on peut se faire livrer chez soi, au bureau, etc., etc. On a moins besoin de la boutique pour gérer nos transactions commerciales. Alors, l'enjeu pour elle, c'est de garder quand même un peu sa place. De rester le centre névralgique, bien évidemment. Et je pense qu'elle va se redéployer. C'est ce qu'on va voir avec le... donc un monopole historique qui arrive à sa fin, et vous voyez les autres types d'interfaces qui prennent maintenant, qui la concurrence. Oui, bien sûr.
Et sur l'autre slide, l'enjeu pour la boutique, c'est de se redéployer en amont et en aval de l'acte d'achat, que j'appelle le processus de consommation. En amont, c'est nous aider à rêver, nous aider à transformer nos désirs en besoins de consommation. Regardez tout ce qui se dit sur les showrooms. Ils travaillent exactement sur la motivation. Ah ouais. C'est le flagship de Citroën sur les Champs-Élysées qui ne vend aucune voiture, mais du rêve de la marque. Alors, il y aura des boutiques qui joueront ce rôle de travail de la motivation du consommateur. Et puis en aval, ça, aujourd'hui, on y pense un peu moins pour le moment, mais je pense qu'il y a un enjeu de redéploiement conséquent pour les boutiques. C'est l'assistance à maîtrise d'usage des produits. Pensez à tous les produits de nouvelles technologies. On n'a pas forcément été formé à l'école pour utiliser un portable, etc. Ni pour utiliser des voitures qui sont de plus en plus sophistiquées, des produits électroménagers, même des textiles à réparer, etc. Les boutiques peuvent peut-être investir ce champ-là, vont investir ce champ-là vraisemblablement à l'avenir, et jusqu'à la disparition du bien, sa consommation. C'est ce que j'allais vous dire, quoi. Et vous allez jusqu'au recyclage, effectivement. Alors, ça me fait penser un peu à l'expérience Nespresso, par exemple. Vous savez que maintenant, voilà, est-ce qu'on est dedans? Alors, ils avaient compris, vous vous souvenez qu'ils étaient un peu attaqués parce que leur petite capsule en aluminium n'était pas vraiment recyclable. Les gens les jetaient à la poubelle et donc ils commençaient à sentir qu'il y avait danger. Et ils ont monté tout ce système. Ils vous donnent un sac, vous les ramenez, vous faites un geste. En plus, ça vous valorise, eux, ça les valorise. Et en plus, ils s'occupent du recyclage en quelque sorte. On est dedans là. C'est l'exemple emblématique. Ouais. Regardez leurs magasins, ce sont des flagships, ce sont des bijouteries qui vendent un produit banal, du café. On est dans la motivation. Il y a toute la chaîne, quoi. Vous pouvez acheter depuis chez vous, faire livrer chez vous au bureau, etc. On est dans la gestion de la transaction enrichie, si j'ose dire. Assistance à maîtrise d'usage, quand vous, à partir d'un certain nombre de capsules achetées, on vous propose des filtres gratuits pour entretenir votre machine. Et effectivement, vous pouvez ramener vos capsules. Donc là, on a une entreprise qui est sur tout le process de consommation. Et la boutique n'est qu'un maillon de cet accompagnement à la consommation. Et il faut avoir en tête des dizaines de milliers de capsules, évidemment, qui sont aujourd'hui ramenées sur un rythme non négligeable. Alors, Pascal, dernier défi, c'est celui de la démographie. Vous avez vu, c'est dans les années 30 que le nombre de boutiques a commencé à baisser. Pourquoi ? Non pas parce que les premiers hyper étaient en train d'ouvrir. On se trompe en pensant que c'est la grande distribution qui a mis à plat le commerce indépendant. C'est l'exode rural, tout simplement les modifications de peuplement de la France qui ont fait que les Français se sont concentrés un peu plus autour des villes. Et puis la grande distribution a réagi plus tôt, elle a pris les places tout de suite. Et malheureusement, le commerce indépendant isolé a affaibli. Moi, je pense qu'on se prépare à une nouvelle révolution démographique. Il y a deux phénomènes. D'abord, il y a le vieillissement aussi. Alors, on va y venir, mais le premier point, c'est celui de l'étalement urbain. Et c'est un paradoxe, on est de plus en plus urbain, mais on vit de plus en plus éloigné des villes. Quand bien même les urbanistes, les architectes prônent je suis moi-même urbaniste, donc nous prônons notre métier prône la densité urbaine. Dans les faits, nous habitons toujours plus loin, nous construisons des pavillons, des logements qui sont toujours plus loin des cœurs de ville. Les rues urbains, etc. Et comme notre commerce, lui, est très polarisé, très concentré dans les villes, et sinon à leur entrée immédiate, eh bien nous sommes toujours plus, en moyenne, nous vivons toujours plus loin des grands pôles commerciaux. Donc il y a un enjeu d'accès. Prenez une région comme le Languedoc, d'ici 2030, ils vont connaître un afflux de population de ménages de plus de 30%. Donc c'est au moins autant de logements à construire dans les 15-20 ans à venir. Ces gens-là seront éloignés des grands pôles et il faudra satisfaire leurs besoins de consommation. Et le dernier point, c'est celui du vieillissement de la population. C'est ma dernière diapo. En 2030, plus toute la France, quasiment. 60% des Français auront plus de... un tiers des Français auront plus de 60 ans. Ça suffit bien déjà. Un tiers. Et on sait que les personnes plus âgées se déplacent moins, notamment pour leurs dépenses de consommation. Donc là encore, on sera sur un enjeu d'accès. Ouais. Donc on le voit, notre modèle du discount aujourd'hui, il part un peu dans une fuite en avant et malheureusement, il se détourne de ces enjeux-là. L'investissement qui est déployé pour étendre les réseaux, échappe à ces enjeux-là. Avec une petite remarque, c'est qu'en 2030, ces mêmes personnes qui seront âgées, effectivement,
connaîtront les nouvelles technologies et contrairement à aujourd'hui, en gros, et sauront s'en servir. Et là, on est effectivement dans une révolution importante. Ce sera massivement aussi utilisé. On peut le penser par les seniors qui auront moins de possibilités de se dépasser. Deux petites questions avant que nous ne retrouvions Jean-Michel Silberstein. D'abord, et je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle, il y a une grande chaîne allemande, on ne va pas la citer, de hard discount, qui envisage en France d'abandonner le hard discount pour revenir à un modèle peut-être moins agressif. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous y voyez? Là aussi, c'était l'échec d'une course à l'avant en quelque sorte et qui sont tellement comprimés sur les marges qu'ils peuvent plus aller plus loin malgré la demande de la population. Alors on dit aujourd'hui que le hard discount est en difficulté, que ses parts de marché ne progressent plus. Ce qu'il faut voir en fait, c'est que nos distributeurs alimentaires nationaux, les Auchan, etc., ont complètement intégré cette offre dans leurs hypermarchés et les difficultés de ces enseignes allemandes ne sont pas liées à la baisse de consommation, à un phénomène de comportement de consommation, mais tout simplement à la concurrence des hyper qui a repris qui va aussi sur le chemin du hard discount, tout en ayant un modèle moins agressif, ce que je disais, peut-être moins froid, moins sec que sur hard discount. Et alors, deuxième question, les centres commerciaux, cette nouvelle génération de centres commerciaux, comment vous allez pouvoir après confronter vos vues avec Jean-Michel, comment les voyez-vous évoluer? On les dit toujours plus sophistiqués, on va en reparler, toujours plus dans la ville, en quelque sorte. Les erreurs du passé ont été comprises, etc. Alors, quel modèle pour les centres commerciaux en centre-ville? Quel avenir vous leur voyez, vous? Alors qu'on sait que la consommation va moins vite que les investissements. Alors, ça rejoint un enjeu plus général d'intégration du commerce dans la ville, mais pas seulement dans la ville. C'est dans les. Alors, on l'a vu dans la ville, dans l'espace public, mais aussi dans les modes de vie. C'est la mobilité, ce sont les parcours de consommation. C'est la question de l'intégration des nouvelles technologies et derrière des canaux de distribution, pouvoir satisfaire les consommateurs à travers différents canaux. La boutique se pose cette question-là aujourd'hui. Les centres commerciaux seront confrontés également à ces problématiques. Ce que je pressens, c'est que les sites urbains sont plutôt bien placés par rapport à ces enjeux d'intégration urbaine, environnementale, sociétale, on va dire. Je fais mon monsieur Vision. Les centres commerciaux de proximité que l'on va voir notamment en deuxième, troisième couronne sur des formats réduits sont plutôt bien placés aussi. En revanche, la maille intermédiaire, les gros hypermarchés avec 40 boutiques risquent d'être demain les dinosaures de cette ère discount que l'on a connue jusqu'à présent. Merci à vous Pascal. Je vous propose que nous l'applaudissions parce qu'il a bien résumé les grandes tendances. Jean-Michel, venez me rejoindre, prenez un micro. Jean-Michel Silberstein, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, le CNCC, donc qui défend les intérêts des foncières et de tous les professionnels. Je vous propose que nous nous asseyions, tiens, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez pris le petit beeper? Vous l'avez pris ou pas, Jean-Michel? Non, je ne l'ai pas, non. Alors, le petit beeper. Le beeper, où est le beeper? Alors, où est le beeper? C'est bien aussi. Bon, alors vous allez, messieurs, à la technique, pouvoir gérer tout ça. Allez, asseyez-vous. Donc on va essayer de faire son beeper. Jean-Michel, sur les chiffres clés que vous avez identifiés concernant... Ah, ça y est, on a retrouvé le beeper. Voilà, concernant les centres, y a les centres commerciaux. Vous pouvez regarder là, regardez l'écran de contrôle, c'est parfait. Et notamment ceux de centre-ville. Bon, quelques chiffres clés sur les centres commerciaux. Donc on dénombre en France 734 centres commerciaux. Et ce qu'il faut noter, c'est que 20% de ces centres commerciaux se situent en centre-ville. Ce qui veut dire que dans la pratique, et on l'imagine, la plupart des villes françaises sont dotés d'un centre commercial de centre-ville à peu près. Donc le boulot est en grande majorité fait. Il reste évidemment encore quelques centres à développer, mais d'où les projets d'ailleurs. Et j'allais dire globalement en France, le marché des centres commerciaux est un marché mature, donc il reste probablement des projets à développer, mais évidemment l'essentiel est fait. Ça représente 15 millions de mètres carrés de GLA, donc surface de vente, et un peu plus de 33 000 commerces, dont d'ailleurs la moitié, on l'a rappelé tout à l'heure à peu près, correspondent en fait aux chaînes succursalistes, et il y a 20% dans les centres commerciaux de commerçants indépendants, 30% étant à peu près. On reçoit en France 3,2 milliards de visites annuelles.
ce qui représente à peu près 118 milliards de chiffre d'affaires, y compris évidemment les chiffres d'affaires réalisés dans les hypermarchés. Bon, surtout 3/4 du commerce de détail, évidemment. Un quart. Un quart, pardon, excusez-moi. Un quart, oui, pas mais trois on est, quarts. oui, heureusement, pas Un 3/4, je me disais, Un ça quart, paraît considérable, mais on est bien au-delà, évidemment. Voilà, on emploie 420 000 personnes et, leur nombre. Hein, et donc 210 projets sont actuellement recensés en France. Ces 210 projets étant dans leur grande majorité des extensions de sites existants. Et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, accompagnent le développement démographique d'un certain nombre de zones. Par contre, Jean-Michel, on est d'accord, 33 projets de centres commerciaux de centre-ville quand même, hein, donc et ça fait pour vous 30% des surfaces. Donc on est quand même sur un tiers des projets, on est dans du centre-ville. Hein. Absolument, il y a encore des projets de centre-ville, mais on peut dire quand même malgré tout que ces 30 projets vont pas se faire demain matin. Je crois on sait très bien qu'un projet de centre-ville, ça prend... Oui, c'est 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça prend, je crois que on a vu beaucoup de slides sur la gare Saint-Lazare. Je crois que c'est 17 ans, la gare Saint-Lazare. Bon, on vous l'a cité, là, on le voit. Et puis, il y a les gros qui viennent d'ouvrir. SoWest, on en a beaucoup parlé, vous avez vu. Voilà, donc SoWest, ça a pris aussi pas mal de temps. Confluence, pas mal de temps aussi. Je crois qu'à chaque fois, en tout cas, dans les centres-villes, avec les problèmes... Gros projets, hein, je pense que 3000 quand même à Levallois, c'est pas mal. Puis de très haute valeur ajoutée. Hein, c'est-à-dire, ils ont voulu faire un 4 étoiles. Hein, bien sûr. Donc on voit là, sur ces 3 projets, qui sont des projets urbains, on voit que chacun de ces projets a une véritable utilité urbaine. Ouais. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent dans des projets qui sont des projets structurants au niveau de la ville. Et je pense qu'à la fois, la ville nourrit évidemment ces projets, mais les centres commerciaux structurent aussi cette ville et sont en quelque sorte des catalyseurs de ville. Donc voilà, deux projets qui vont arriver et bien sûr ne figurent pas sur cette slide de Beaugrenelle qui est un projet évidemment emblématique pour 2013, de centre-ville. Voilà. Et puis il y a éventuellement ce qui va se passer du côté de Roissy. Hein, il y a sur Roissy, et puis là on est loin du centre-ville. Mais on est quand même en Île-de-France, et c'est pour ça que je voulais faire le lien, parce qu'on va en parler dans un instant. Je ne sais pas si vous avez vu, François de Mazières, le député de Versailles, député maire de Versailles, à l'inauguration de l'ouverture de SoWest, a dit que entre ce qu'il y avait en centre-ville et ce qui allait se faire en périphérie, il y avait trop de centres commerciaux aujourd'hui en Île-de-France. Comment vous réagissez à ça ? Moi, je pense que, encore une fois, il va y avoir un vrai sujet. C'est-à-dire que quelle va être la capacité des pôles commerciaux en général, et j'inclus les centres-villes d'ailleurs dans la notion de pôles commerciaux, à attirer les visiteurs, à attirer les consommateurs. Ouais. Et je pense que chaque cas est un cas particulier. On ne peut absolument pas généraliser. Je crois que quand on parle de centres commerciaux de centre-ville, en général, c'est assez souvent une galerie. C'est parfois un alimentaire. Quand on parle de périphérie, et là, je pense que dans ce que nous a dit Pascal Madry tout à l'heure, je pense qu'il a oublié un peu les grands centres commerciaux de périphérie. Parce que je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que les centres commerciaux de taille intermédiaire ont véritablement un problème. Le grand centre commercial, ce qu'on appelle les jumbo, qui sont capables d'attirer par une attractivité commerciale forte, eux ont probablement encore un avenir important. Donc je pense que chaque centre commercial a véritablement son utilité, et s'il n'a pas cette utilité, autrement dit, s'il la perd, il risque d'être dans des graves difficultés. Et là, encore une fois, on est en face d'un consommateur qui aujourd'hui est extrêmement averti. D'ailleurs, le consommateur, quand il rentre dans une boutique aujourd'hui, il en sait beaucoup plus que le vendeur qu'il a en face de lui, ce qui pose quand même, dans un certain nombre de cas, des problèmes assez graves. Mais ce consommateur, pour le faire sortir de chez lui, pour qu'il accepte de sortir, d'aller effectivement dans les centres, eh bien, il faut lui en offrir beaucoup, et il faut probablement lui offrir une vision bluffante. Notamment dans les centres-villes, dans les centres commerciaux de centre-ville, qu'il peut y avoir des choses intéressantes sur le sujet. Alors, on va voir un peu ce qui a été. Vous avez sélectionné un certain nombre de projets, notamment ce qui a été fait à Aix-en-Provence, avec un espèce de prolongement du centre-ville, et le projet de la très dynamique maire d'Aix-en-Provence, qui a son caractère, Maryse Joissaint-Mazini. Alors, les allées provençales à Aix. C'est-à-dire qu'en règle générale, les centres commerciaux qui fonctionnent sont des centres commerciaux qui trouvent une liaison naturelle avec. Ils servent à la fois évidemment à rétablir souvent des parcours qui sont tombés en obsolescence.
il y a parfois évidemment des zones qui méritent d'être recommercialisées. Et pour recommercialiser des zones, le centre commercial est un élément important. Là, dans le cas qui nous concerne avec les allées de Provence, donc, qui a été développé par Redefco et Urbanisme et Commerce, on a là un prolongement extrêmement naturel du cours Mirabeau. Voilà, ça fonctionne très bien parce que le visiteur s'y retrouve et trouve un parcours tout à fait naturel. Donc c'est un projet qu'on aime bien parce que, encore une fois, d'abord, il est réussi, à la fois d'un point de vue commercial, d'un point de vue urbanistique et du point de vue du consommateur. Ouais. Et puis, le centre-ville d'Aix-en-Provence étant un peu étriqué, on est effectivement là sur un peu plus d'oxygène, en quelque sorte, à travers ce projet. C'est une problématique globale, hein. C'est-à-dire que le centre commercial joue son rôle, mais en même temps, l'utilité qu'il a, c'est qu'il peut faire venir en centre-ville et donc des enseignes qui n'auraient pas la place physique souvent d'y être. Et donc, c'est en renforçant l'attractivité commerciale du centre-ville que quelque part, on va faire venir de la périphérie vers le centre-ville les clients qui sont nécessaires au centre-ville. Alors voilà pour les allées provençales. Donc, voilà pour les allées provençales. On va passer au slide suivant. Voilà, ça aussi on en a beaucoup parlé. Caserne de Beaune, là, voilà, potentiellement, les casernes en France on en a parlé hier, évidemment, on en a parlé hier probablement. Donc un exemple assez réussi de centre commercial qui vient s'inscrire sur une zone qui est une friche en réalité, ou qui a un avenir prévu de friche et qui est une assez belle réussite, en tout cas à tous les points de vue, puisque même d'un point de vue de développement durable, c'est un centre commercial qui a été primé à de nombreuses reprises. Voilà tout ce qu'on peut voir, effectivement, tout ce qui a été mis en place entre les boutiques, les places de parking, etc. Et c'est vrai qu'il y a de l'avenir dans les casernes, hein, ça on est d'accord, on en parlait hier, avec, effectivement, sur la question du patrimoine et l'État qui vend. Non, mais il est important il est important, bien sûr, que des friches urbaines ou que effectivement des anciens cinémas, d'anciennes casernes puissent être revitalisés, régénérés, et donc les centres commerciaux peuvent servir à ça s'ils sont bien étudiés. Voilà. Bon, parfait. Alors ensuite, là aussi Valenciennes, on en a parlé. Valenciennes, je crois que c'était un ancien cinéma, je crois, et là fermé pendant de nombreuses années et à un endroit stratégique dans Valenciennes. Et bien sûr, un centre commercial à cet endroit-là permet de fixer en quelque sorte les visiteurs dans le centre-ville d'une ville comme Valenciennes. Et justement, dans la logique de renaissance de la ville de Valenciennes, pardon, où il y a eu un travail considérable, effectivement, là c'était un peu la dernière pierre, hein, en quelque sorte. Alors là aussi, fixer les commerçants. Là aussi, je crois qu'on est à 17 ans, pour pouvoir 17 ans d'études ça pose d'autres problèmes. Ça. Voilà, donc effectivement, parce que le commerce, comme on l'a dit précédemment, évolue très très vite. Et donc les concepts de centres commerciaux tels qu'on les imagine, entre le moment où on les imagine et le moment où ils se réalisent, il est clair que le commerce a évolué et le consommateur évidemment aussi. Imaginez-vous 17 ans en arrière, de quels outils on disposait en tant que consommateur. Voilà, donc ça c'est le centre Place d'Armes. Alors on part en Tchéquie. On part en Tchéquie, à Prague, donc un superbe centre commercial, donc de centre-ville, qui relie en fait la place principale de Prague par une rue piétonne, donc à ce merveilleux centre commercial, donc qui est une rénovation qui a été effectuée donc par la CGC, donc avec 180 boutiques. 30 restaurants, etc. Donc un lieu véritable à la fois de commerce et de convivialité pour la ville de Prague. Donc très une des plus belles villes d'Europe. Hein. Voilà. Et je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs de venir éventuellement le visiter, parce que c'est, me semble-t-il, un très bel exemple de ce qu'on peut faire en matière de rénovation urbaine. Voilà, on voit effectivement quelques vues assez spectaculaires de l'endroit. Voilà. Ensuite, nous partons, Jean-Michel. Alors, Stadtfestal, excusez mon accent parce que je ne parle pas vraiment bien flamand, mais salle des fêtes. Mais bon, salle des fêtes, Anvers. Donc, il s'agissait d'une ancienne salle des fêtes qui avait brûlé d'ailleurs et qui a été reconstruite à l'identique, et dans lequel on a logé en fait un centre commercial. Ça se situe dans la rue la plus commerçante d'Anvers.
Et donc on trouve à l'intérieur, on va voir des images, je crois, de ce centre. Ça, c'est la vue extérieure. On voit en bas l'organisation intérieure, un véritable lieu de convivialité et en même temps qui a respecté totalement l'architecture initiale on peut peut-être passer à la slide d'après. Donc, voilà, on voit qu'il respecte totalement l'architecture initiale de cette salle des fêtes à Anvers. Et encore une fois, j'en ai toujours très attentif au fait mais en tout cas, on trouve remarquable que justement on puisse réhabiliter des sites comme ça en leur donnant une nouvelle jeunesse et en quelque part abritant des commerces dans des conditions tout à fait excellentes. Ouais. Alors, dernier exemple. Ah oui, Liverpool, on en a beaucoup parlé jusqu'à la rivière. Voilà, alors voilà, à Liverpool, moi je pense que c'est aussi un des exemples les plus frappants de ce que un univers commercial peut réaliser en collaboration avec la ville pour recréer des parcours. Et là, évidemment, entre le centre-ville et le port, donc il était question de rénover complètement la partie portuaire. Et donc, il restait entre les deux une zone qui était un peu un no man's land entre les deux. Et là, on a réussi à développer à la fois en mixed use. Il y a des bureaux, il y a du résidentiel, il y a des commerces justement de rue. Et tout ça avec une grande puissance commerciale qui fait que voilà, Liverpool attire des commerçants de très loin. Ça a remis la ville au goût du jour. Et on a vu ça aussi avec les Jeux Olympiques de Londres, les centres commerciaux dans l'East End. Donc là, ça a été extraordinaire. Voilà, les Anglais sont forts pour les centres commerciaux. Oui, tout à fait. Ils sont forts. Mais ça mérite vraiment le voyage parce que c'est vraiment remarquable en tant que réalisation. Bon, merci à vous, Jean-Michel. On vous retrouvera tout à l'heure. Vous pourrez un peu confronter vos arguments avec Pascal de chez Procos. Merci à vous. Je vous propose que nous l'applaudissions. Jean-Michel Silberstein du CNCC. Vincent Rava, venez me rejoindre. Directeur des opérations chez Amerson France. Bonjour. Vous aussi, vous avez quelques slides. Vous allez pouvoir nous parler un peu. Vous êtes très centré sur les centres-villes, notamment à Amerson. Vous n'avez pas votre langue dans la poche, donc je sais que vous avez des choses à dire. Vous m'aviez dit des choses intéressantes sur vos petits copains. On ne les citera pas, mais sur vos petits copains qui sont plus en périphérie. Et vous pensez que c'est plus sur des projets de centre-ville que les centres commerciaux peuvent apporter quelque chose et peuvent évidemment participer à ces vastes visions cohérentes de la ville. Aujourd'hui. Allez, on fait défiler des slides si l'on veut bien. Vous pouvez le faire avec le petit pointeur, Vincent, si vous voulez. Peut-être quelques mots pour nous rappeler ce qu'est Amerson. Donc on l'a dit, britannique, les Anglais très forts en la matière, mais vous êtes aussi beaucoup en France. Alors tout à fait. En fait, dans l'exposé de ma présentation, je ferai une petite introduction sur Amerson et ça nous permettra d'aborder le sujet en même temps. Ouais. En fait, porté par les images qu'on a pu voir tout à l'heure de villes exceptionnelles comme Shanghai ou Pékin, etc., et de réalisations monumentales, de prouesses architecturales même dans certains cas, on peut très facilement se dire qu'un centre commercial de dernière génération, c'est forcément une création de quelque chose qu'on n'a pas encore vu, quelque chose qu'on n'a pas imaginé, une réalisation, une invention exceptionnelle. En fait, nous, on a une vision beaucoup plus modeste de la chose, puisqu'on pense que tous les ingrédients pour réaliser un centre de dernière génération sont réunis aujourd'hui et à disposition. Il suffit d'en faire bonne œuvre. Et ces ingrédients-là sont de trois caractéristiques. Déjà, il faut que le centre commercial qui soit imaginé soit porté par une vision structurante c'est ce qu'on disait, du territoire et une vision pérenne qui s'inscrit dans le temps, donc portée par des élus, et qu'elle ne soit pas seulement à un niveau micro, c'est-à-dire on parlait de projets, de prouesses architecturales isolées, mais plutôt qu'elle soit intégrée dans un ensemble avec une vue qui soit la plus macro possible, si possible au niveau des bassins d'emploi. Alors on parle de réglementation au niveau des communautés d'agglomération. Dans certains cas, c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être aller plus loin. Donc ça, c'est la première caractéristique qui nous paraît fondamentale. Alors ça peut être
une vision d'une structuration, d'une création, mais ça peut être aussi une vision d'une restructuration qui va donner lieu effectivement à ce centre commercial de dernière génération. Alors il faut tout ça quand même, Vincent, que ce soit en adéquation, on est d'accord, c'est ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est là où on est vraiment peut-être dans la nouvelle génération, avec les désirs d'aujourd'hui, bien évidemment, les nouvelles technologies, les services, la praticité, etc. Voilà. Pour les centres commerciaux. Bien évidemment, les nouvelles technologies, les services, la praticité, etc. Voilà. Pour les centres commerciaux. Alors vous précédez mon propos, c'est effectivement le troisième point, mais j'en avais un deuxième avant. On pense aussi que pour faire un centre de nouvelle génération ou refaire un centre et le transformer en dernière génération, il faut aussi que le centre soit ouvert sur la ville, en partage avec cette ville. Et d'ailleurs, c'est des éléments qui ont été mentionnés par les différents orateurs précédents. Mais il nous paraît essentiel de concevoir ou de reconcevoir ces centres dans la mixité des usages, dans la synergie avec l'existant, dans l'intégration et le partage avec le patrimoine existant, même si il est historique, et je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et enfin, effectivement, pour faire un centre de dernière génération, il faut effectivement faire un centre qui soit à la fois adapté, mais aussi adaptable. C'est ce que vous disiez, on a affaire aujourd'hui à un consommateur qui est de plus en plus ouvert sur le monde, même s'il ne se déplace pas, par la petite fenêtre d'Internet, en fait, il a une possibilité de voir tout ce qui existe dans le monde. Et cette possibilité, en fait, lui donne des envies. C'est un peu comme à l'invention de la publicité. Il y avait des choses auxquelles on n'avait pas pensé. À partir du moment où la publicité l'amenait sur la petite fenêtre de la télévision, on commençait à avoir des besoins qu'on n'avait pas forcément avant. Et aujourd'hui, on a un consommateur qui est à la fois extrêmement exigeant, demandeur de nouveaux services, d'une nouvelle offre, mais aussi qui est frivole et qui change au gré de l'évolution en fait de la technologie, on va dire de l'arrivée de nouveaux éléments sur la toile, qui lui donne systématiquement une sensation en fait de régénération permanente. Qu'on se doit d'arriver à reproduire effectivement dans un centre. Donc voilà les trois ingrédients qui me paraissent assez fondamentaux pour arriver à faire un centre de dernière génération. Juste avant, on va voir, mais on les passera plus rapidement après, les présentations sur Emerson. Et voilà, alors ici, voilà, exactement. Alors pour revenir à Emerson, donc nous sommes une foncière britannique implantée principalement en France et en Angleterre. Nous n'avons pas d'implantation dans des pays comme la Chine où on pourrait aller réaliser ces prouesses architecturales. Donc nous sommes contraints par les problématiques de tous les gens qui nous entourent aujourd'hui, et qui sont des problématiques bien européennes. Et effectivement, dans le cadre des réalisations et de ce savoir-faire qu'on a exprimé au travers de ces trois caractéristiques, Emerson a pu réaliser des centres commerciaux assez exceptionnels et qu'on pourrait justement qualifier de dernière génération parce qu'ils rassemblent ces trois éléments fondamentaux dont je viens de parler. Un de ces exemples-là, c'est Bullring à Birmingham, donc deuxième ville d'Angleterre, faut le rappeler. Pas la plus belle. On avait un centre historique qui était complètement coupé en fait des flux de circulation douce, entre autres de la gare, qui était une zone à part, on va dire, et qui était marquée aussi par une rupture avec une déclivité de terrain entre cette gare et ce centre historique. Et Emerson a réalisé un centre commercial qui assure, dans une ouverture sur la ville complètement transparente et intégrale, cette transition entre le centre-ville et la gare. Alors allons-y pour faire défiler un petit peu les réalisations, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors voilà, Terrasse du Port, autre exemple, qui est en construction. Alors ça, c'est vous qui le faites. Effectivement, donc c'est le symbole de la réouverture ou de l'ouverture sur la mer de Marseille. Marseille qui imite les autres villes du bassin méditerranéen comme Valence, Barcelone ou Gênes, qui, étant historiquement tournées vers l'intérieur, se sont réouverts dans les années 80-90 vers leur rive, la façade maritime. C'est ce que fait Marseille aujourd'hui, et le Terrasse du Port est la symbolique de ça, puisque ce sera le premier centre commercial en Europe disposant d'une façade sur la mer 240 mètres de long,
accessible à tous les clients du centre. On en parlait hier avec notre ami Boutini sur les docks à Marseille. Effectivement, on est bien sur la même problématique avec l'atrium en hauteur. Enfin voilà, des choses très belles. Et on est là aussi dans cette poursuite en quelque sorte. Alors, il y aura de la place pour les commerçants marseillais au niveau de la commercialisation. Alors bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, une des caractéristiques importantes, c'est de créer un centre commercial qui soit en harmonie avec l'existant. L'existant, c'est déjà un centre-ville fort à Marseille, comme dans d'autres villes. On n'est pas là pour détruire l'existant, mais on est plutôt là pour créer une extension de l'existant et apporter justement cette offre auquel le consommateur n'aura pas accès aujourd'hui et qui soit complémentaire de l'offre existante actuellement au centre-ville. Donc il n'y aura pas que des grandes enseignes, c'est ça? Il n'y aura pas que des grandes enseignes, il y a des opérateurs locaux, des indépendants, des franchisés, effectivement. Alors allons-y sur la suite. Alors, on a parlé de gros projets de grosses villes, Paris, Marseille, Birmingham, Lyon, Liverpool, etc. Cette création ou restructuration de centres commerciaux de nouvelle génération, pour nous, n'est pas limitée à des agglomérations de grande taille. En fait, elle peut aussi se décliner dans des agglomérations plus modestes, plus moyennes. J'ai pris l'exemple de Beauvais pour illustrer le propos, où effectivement on a réalisé avec la ville, donc dans une vision urbanistique globale, la création d'un petit centre commercial de centre-ville qui s'intègre complètement au parcours marchand. Alors peut-être avec le 4 sur le côté, on ne le voit pas bien, mais ça c'est le centre-ville de Beauvais. Le chiffre 4, c'est là où va se situer le centre commercial. Donc on est en plein cœur de ville. Ouais. On est sur des dimensions qui sont très modestes, avec un centre commercial donc, qui n'existait pas puisqu'il n'y avait pas de centre commercial au centre-ville de Beauvais. Je rappelle que le bassin d'emploi de Beauvais, son agglomération, représente 235 000 habitants, donc absence de centre commercial en centre-ville. Et on crée un produit modeste, mais qui va être suffisamment attractif, intégré, et dynamique pour les habitants et qui est fortement attendu. Alors on voit ce que je disais, cette ouverture sur la ville avec une facette urbaine importante. On a aussi des logements sociaux donc, qui vont être construits sur une partie du centre commercial, ouais. Donc on parlait de mixité d'usage. Et une atmosphère ouverte, donc on parlait de lumière tout à l'heure, donc très lumineuse, qui s'inscrit comme une continuité du centre commercial, au propre comme au figuré, puisque on va aussi assurer une continuité du centre commercial dans la synergie entre les enseignes qu'on va amener et celles qui sont existantes dans le centre commercial, puisqu'on s'est engagé avec la mairie à ne pas solliciter ou déplacer ou transférer quelconque opérateur déjà présent au centre-ville en direction du centre commercial, de manière à là apporter une offre qui soit juste complémentaire et non redondante. Il n'y a pas déshabiller l'un pour l'autre alors. Et alors en fait on parlait aussi d'œuvres intégrées et valorisantes. On a eu, quand on a commencé à construire les fondations de centres commerciaux qui se trouve un emplacement d'un ancien parking, donc qui ne représentait en soi aucune attractivité et aucun point fort urbain à part le simple fait d'aller mettre des voitures sur un espace mazouté. On a découvert des vestiges gallo-romains qui en fait sont préservés et vont être intégrés au centre commercial dans un parcours qui du coup va devenir à la fois vertueux, éducatif. C'est cher, ça prend du temps. Alors effectivement, la problématique de tout ça, c'est que plus on est dans un environnement contraint et on cherche à respecter ces caractéristiques d'importance dont je viens de parler, plus le coût et potentiellement les nuisances sont élevés. On parlait tout à l'heure du mauvais accueil qui avait été réservé à l'idée de piétoniser le centre-ville de Rouen dans les années 70 quand ça a été imaginé. Ouais. Et effectivement, lorsqu'on intervient en centre-ville dans un endroit dense, on n'est pas toujours, on nous réserve pas toujours le meilleur accueil. Maintenant, il est vrai que, in fine, ces démarches-là sont beaucoup plus vertueuses qu'elles peuvent l'être quand qu'elles ne paraissent. Et quand elles se situent en périphérie des villes, où là, pour le coup, il n'y a pas de nuisance pour les utilisateurs, mais on n'a pas cette dynamique positive dont je viens de parler. Justement, Vincent Rava, je le disais tout à l'heure, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et
vous me disiez, en quelque sorte, contrairement à ce qu'on croit, la meilleure façon d'être écolo pour un centre commercial, c'est pas tellement les normes, enfin il y a effectivement toutes les normes énergétiques aujourd'hui qui sont très importantes, mais c'est d'être en fait directement en centre-ville. Pour vous, c'est ça qui est le plus écologique, parce qu'on est dans la densité, on n'est pas dans l'étalement et on n'est pas dans les centres commerciaux de périphérie. Et pour vous, vous me disiez en des termes assez durs que les centres commerciaux de périphérie ne remplissent pas en quelque sorte, c'est malgré un discours de façade, des performances énergétiques très fortes, ne remplissent pas cette condition de vertu écologique toujours plus grande, toujours plus demandée aujourd'hui par les pouvoirs publics et par l'opinion publique. Oui, effectivement, il y a un discours d'hypocrisie ambiante assez généralisé aujourd'hui, puisque la question environnementale est incontournable, qui est celle de dire je construis vert. Quand vous partez d'un champ et que vous rajoutez du béton, c'est forcément moins vert que ce qu'il y avait avant. Oui. Par contre, reconstruire la ville sur elle-même, en particulier sur des endroits contraints qui sont, dans certains cas, devenus des friches commerciales, industrielles, administratives ou autres, etc., en y intégrant des technologies qui peuvent être effectivement durables. Rien n'empêche d'installer des panneaux solaires sur un bâtiment construit en centre-ville ou d'y intégrer des façades végétalisées. Mais effectivement, nous, on dénonce un peu cette cabale qu'on appelle en Angleterre le greenwashing, c'est-à-dire rajouter du langage vert dans le discours de manière à plaire. Et on le voit dans les centres commerciaux de périphérie pour vous, alors si je comprends. En fait, effectivement, une des problématiques, on l'a vu avec l'illustration de Pascal Madry tout à l'heure, on arrive à une certaine forme de saturation dans les pays développés en termes d'équipement commercial. Il y a une saturation et il y a une certaine lassitude aussi du consommateur. Aujourd'hui, il faut se réinventer. Pour se réinventer, il faut des moyens. Modifier un bâtiment, c'est plus difficile que créer une page Internet. Pour aller modifier un bâtiment et pour mettre à disposition ces moyens, il faut effectivement qu'il y ait de la possibilité de création de valeur. Et pour la création de valeur, si on a asséché par la construction de mètres carrés peu vertueux et du coup peu verts en périphérie, en périphérie très éloignée, c'est-à-dire là où la ville n'a pas encore posé son empreinte, c'est-à-dire qu'on met le commerce avant la ville, mais pour des questions de financement des collectivités. On assèche une partie une partie où tout le potentiel commercial résiduel existant et on empêche aux opérateurs existants d'avoir les moyens et voire aux collectivités d'avoir les moyens de se régénérer. Et c'est un désastre auquel il ne faut absolument pas arriver. Bien heureusement, il y a pas mal d'élus qui ont pris conscience en fait, de ces problématiques-là, qui ont aujourd'hui une vision de leur territoire qui est beaucoup plus structurée et qui s'inscrivent dans ces dynamiques en cherchant à effectivement reconsolider, restructurer leur patrimoine de manière plus vertueuse. Et c'est l'exemple qu'on a vu avec la ville de Beauvais. Et ne pas donc en quelque sorte céder pour pas cher du foncier en très grande périphérie, ce qui leur permet de financer par ailleurs leur palais des congrès, etc. Si je vous comprends bien, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Bon, merci à vous Vincent Rava. Je vous propose que nous l'applaudissions. Regagnez votre place. Jean-Michel Silberstein, vous pourrez réagir dans quelques minutes, et puis vous aussi Pascal, à ce que nous a dit donc, Vincent Rava. Allez, j'invite Paul Tena, venez me rejoindre monsieur. Vous êtes le city manager, comme on dit aujourd'hui, le manager de centre-ville de la ville de Maastricht. Hier, nous étions donc avec votre camarade Ton, que vous devez bien connaître, sur un projet extraordinaire qui est donc cette église des Dominicains transformée en librairie. Là, vous allez nous parler un petit peu dans la foulée, dans la continuité de ce qui a été fait avec cette église, de ce qui est fait à Maastricht, donc depuis 2 ans et demi. Alors, il ne parle pas aussi bien français, you don't speak as well French as Ton, qui parle vraiment très très bien français. Donc vous allez faire votre présentation en anglais et vous aurez, vous, dans la salle, la possibilité, comme hier, d'avoir donc la traduction sur le canal 2, je crois, d'écouter donc la traduction de Paul in English. Let's start. Thank you very much. It's a pleasure for me, first of all, I want to say it's a pleasure for me to be here in Nancy. It's even almost so beautiful as Maastricht. I hope almost. Even almost. Wow. Yeah. I hope you still are awake because it's a long sit. I'm going to tell you something about Maastricht, a little city in the south of the Netherlands, and I'm not going with you all over the world, just
talking about Maastricht and the challenges where we are working on now and in the future. Alors allons-y, let's go, let's go. Facts Let's and start figures. with some facts and figures. What is in Maastricht and the region of Maastricht? We have a lot of Michelin stars. When I started with the presentation, I thought in Nancy, for sure the people are interested in Michelin restaurants. So in Maastricht we have 8 stars. When we look in the region, 30 kilometers to the right, to the left, and on the south, we have 24 stars in that region, Michelin. So it's a nice place to be. Let's go to it. We have within 1 hour traveling, there are 8 airports, and that's very important. Now, since a few months, we have on the airport Maastricht-Aachen a hub, a Ryanair hub, and that's very important for the. And for low cost flights. Low cost, you can fly from Spain or Italy. Spain, Italian, to Germany, and so on for low cost, and not only from Maastricht to those places, but also to try to get visitors from Spain, Italy to Maastricht. Okay. We are a student city. In the region, we have 30,000 students. Just in Maastricht, 20,000 students, and of the 20,000, 45% are from foreign countries, so from Germany and so on. So it's an international student population. What you see further on is that we have the jobs and also the unemployment people nowadays. It's only 5%. No? 5.6 nowadays. Now it's increasing. It's so increasing. it's, but it's a prosperous city, une ville prospère. Yeah. Allez, let's go next. Le slide Does it suivant. Voilà, parfait. Okay, back. When we go back to the recent history, a few major moments were there that makes Maastricht what it is today. What's this? No, I will do it. Can you fix it? Yes. Yeah. In 1976, we got a university. And then for Maastricht, it was very important for a step to make it important and make the city in a new development. Later on, 10 years later, we got an academic hospital, and the fix between the university and the academic hospital makes us a knowledge city. And last but not least, very important was the Treaty of Maastricht in 1992. I think everybody knows that. That was the start of the euro, which is now discussing everywhere. Yeah, but it's not as good as it was before. Now it has not a very good reputation, the Maastricht Treaty in France. It becomes not as good as it used to be. Yeah, it's the reputation of the euro, not the reputation of Maastricht. Yeah, but est-ce que ça se transfère sur la ville de Maastricht? Does it have any effect on Maastricht? No. We have a lot of profit from it because everybody knows, all over the world knows now the brand of Maastricht, and that's very important. Okay. Next slide, please. Next. Yeah, one back. I think. Is it possible that we can go back one? You want to go back? One, yes. Okay. And you see, that's what I want to show, the euro. Yes, exactly. What is the strength and the power of our city? First of all, we have a monumental center, and that's really basically history value that we have. Secondly, we are a gastronomy city. All over the places where you're walking around, you can enjoy and have a meal and have a drink and so on. And we have really various retail shopping, and you can shop about fashion, galleries, mention everything. Next one. Yeah. Next one. What are the challenges? Yeah, it will be not a surprise. The internet is really a not only challenge. Maastricht, not only these are the three challenges for nowadays: the internet, the economic crisis, and what it was already said, the demography. The picture is not so clear because otherwise you should really see how old these people are. But for the future, in the near future, we get a decrease of population, and that will must make us a sense that we work and think others about how we fill in shopping.
So what are the answers? We are strong working on what we call the streets, the starting streets, the streets on the border of the center. There are chances because the rents are not so high. And what we do now is to invest in those streets, and you see that there you also have the beautiful different shopping shops, and that's really an answer on the questions which are lying for us. Another one is how you can arrive the city. We're now busy with making a tunnel under the highway, and then Maastricht will be better. You can arrive Maastricht much better. Discussion in our city is about the opening on Sunday. Yeah. It's really a high topic. I don't know what the politicians will say within 2 months, but we want to go for 52 weekends, every Sunday open the shops. And it's acted. I'm sorry? It's acted. It's done. It's not done. Yeah, nowadays we have 21 shopping Sundays, but we want to start. Yes, but I mean there is a political agreement on that question, and in the future it will be open. No, I'm not sure. You don't know. There's still a discussion. Okay. And in January we will know. Yeah. So, in very few months. And last but not least, behind this, on the left side, there was a picture, but I understand there's no internet, and really every city needs internet all over the places. But on the left side, there's a picture about, we must think about new concepts. What you here see is a concept in Korea. They place a sticker on a window, and you can shop. You see it with your phone, and do the shopping before you go home. You must, and when you come home, the shopping is developed. I think that's are the main questions nowadays. Make stronger what strong is, and think about new concepts. What we also do in our city is realize a lot of events. We have what we call a 4 seasons calendar. Every time in the year there's always something to do. When you visit Maastricht, you don't have to ask, is there something to do? No, what is it to do? And we have, after Amsterdam, we are the second city in the Netherlands about the visitors. We get about 20 million visitors each year. So each season there is there are events. You see, cultural events, culture, carnival, TEFAF is an important one. It's in March every year, and in that line, we also promote now the Maastricht Capital Culture in 2018. That's a really opportunity. We are going for it, and you see, we do that. We don't do that only for Maastricht, but we do that with the Euregio, region. We do that also with Aachen in Germany, with Liège in Belgium, and Hasselt in Belgium. So the whole region will join us in this Maastricht capital. So this last one, this is what we want to arrive. Pictures about the city. On the left, a city with a lot of customers which are selling and buying. On the right side, our best ambassador, André Rieu. And what we do is to make an atmosphere, because that's what we believe in the future. The people will shop in an atmosphere and not only shopping for doing the business. That's it. All right, thank you very much. So back to the Sunday opening. You believe that it will give something more to the city in terms of shopping for the shop retailers? Yeah. It's not a question of opening on Sunday. The question is, what are the answers? When we look to the internet developments, when we look to the demographic, then there's only one answer, and it is that you must the entrepreneurs must entrepreneur. And it will need be the question, if we go open on Sunday, only when? And when you look in the area we are, there's no
shopping on Sunday in Aachen. So you have to be the Not first. in You Liège. you want to be the first, so Yeah, that exactly. people are used to go Yeah. in Maastricht for Sunday shopping. Exactly. And I asked you a few minutes ago the question about the political point of view and from the shopkeepers, from the inhabitants. So you are waiting for the answer beginning of next year. Do you believe that they will accept the deal? I hope. Yeah, There's you a- hope, I'm is a sure, discu- but yeah, but I- will I- they? Will they? We go for it because there's a discussion with inhabitants also, and politicals are not also always be doing the best for the city. When after 1 year there are elections, and that will also be one of the main questions. So I'm not sure. But It's a critical issue. we In bel- France, it's a very, very critical issue. And the last question about the shopping centers, the shopping mall in Maastricht. What's your policy regarding them? Our policy is that the center is one shopping mall. So that's the strategy to work on it in a concept But that new shopping centers, as we saw, No. we saw them in Marseille or it's, in it's Beauvais. that's no question anymore. No. We're not building more meters. We need less meters, but more quality. But more quality. Thank you very much. Merci d'avoir fait le déplacement, Monsieur Tenaf, depuis Maastricht. Venez vous asseoir. On va, avant de passer la parole à la salle, pouvoir un peu réagir sur quelques minutes sur les uns et les autres. Vous avez entendu Jean-Michel, aux Pays-Bas, on veut plus de qualité, mais on ne veut pas plus de mètres carrés, même en centre-ville. Quelle est la réponse du CNCC là-dessus? Il est clair, hein? Oui, il est très clair. Mais c'est vrai que le monde entier déteste la concurrence, que ce soit dans le domaine du commerce, ou que ce soit dans le domaine de l'industrie, ou même dans le domaine de la sphère privée. Donc en réalité, la concurrence gêne toujours. Bon, ceci étant dit, une fois qu'on a dit que la concurrence gênait, c'est aussi un sujet de développement, le commerce, malgré tout. Je voudrais parler du célèbre concept du gâteau. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du concept du gâteau. Le gâteau, c'est un... Et on reviendra peut-être d'ailleurs à la notion d'ouverture du dimanche, mais en général, on agite le gâteau quand on parle de l'ouverture du dimanche. Et quand le gâteau, en fait, ça veut dire, voilà, il y a une somme que les consommateurs sont prêts à dépenser, et donc qu'ils la dépensent par exemple en 6 jours ou qu'ils la dépensent en 7 jours, finalement, c'est toujours le même gâteau. Ouais. En fait, c'est pas vrai. Le gâteau, lui, il bouge en fonction de l'allocation que le consommateur fait de son disponible. Donc on veut le faire gonfler, si je comprends Et bien. alors, effectivement, si le commerce, par exemple physique, devient de plus en plus faible, il est clair que le gâteau va se réduire. Si le commerce, par contre, se développe d'une manière plus importante et quelque part est capable de proposer aux consommateurs des lieux de commerce qui soient des lieux de commerce attractifs, bluffants, où les consommateurs vont avoir envie de se déplacer et de dépenser à la fois du temps et de l'argent, je crois qu'à ce moment-là, le gâteau est un élément à géométrie variable. Alors, quand on dit qu'on ne veut pas plus de mètres carrés, bien sûr, personne ne veut des mètres carrés, mais il y a quand même un élément important, c'est que les projets, et je réagis un peu à ce que disait Vincent Rava tout à l'heure, quand des élus décident de développer un lieu à la fois de résidence, à la fois Donc un en lieu périphérie, plutôt en périphérie, voilà, et qu'effectivement on ne peut développer ces éléments-là qu'avec un élément de commerce. Pourquoi ne pas oui, c'est vrai que les voilà, Français habitent de plus en plus en périphérie. Et finalement, les élus, ils savent ce qu'ils veulent quand même. Oui. Alors, Vincent Rava, qu'est-ce que vous répondez là? Et puis, on va faire réagir Pascal. Vincent, prenez un micro sur, effectivement, et ce que dit Jean-Michel est quand même empreint du bon sens, qu'effectivement, les Français vivent de plus en plus. On l'a vu avec l'étalement urbain dont nous parlait Pascal. Et donc, il faut des centres commerciaux, peut-être pas aussi vertueux, aussi sympathiques, on va dire, parce qu'ils n'ont pas forcément la bonne image qu'on a en centre-ville, mais il faut aussi de gros mastodontes commerciaux en périphérie. Oui, parlez, le micro va s'ouvrir, oui. Est-ce qu'on peut ouvrir le micro? Voilà.
Voilà, mais normalement, c'est bon. Il y a un petit temps de latence. Alors, donc, Emerson étant une société anglaise, nous, on n'a pas de logique de gâteau, mais plutôt celle du pudding. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant au champ. Enfin, il paraît que la gastronomie britannique a beaucoup progressé. Le pudding est un savant mélange, mais qui reste dans le même contenant. On est sur un marché en France où la croissance est relativement atone, donc il y a une capacité au développement qui reste faible. On s'entend, il n'y a pas de divergence d'approche avec ce que dit Jean-Michel. À partir du moment où il y a une velléité des élus de développer de la zone périphérique parce qu'il y a une demande démographique, et on l'a vu sur les slides de Pascal Madry tout à l'heure, qu'il y a certaines zones qui sont en forte croissance, développement par flux migratoire ou croissance naturelle de population, il est logique que la ville s'étale, et lorsqu'elle s'étale, elle doit s'étaler avec les services qui vont avec. Mon propos était de dire que le plus important, c'est que la vision d'ensemble soit structurée et qu'on ne pense pas à l'objet commercial de manière unique, mais plutôt que ça n'assèche pas le centre-ville. Voilà, effectivement, et à l'objet commercial dans son environnement et intégré avec les flux, les transports et le reste des fonctions urbaines nécessaires à une vie harmonieuse. Pascal, par rapport à Jean-Michel, effectivement, alors comment vous vouliez peut-être répondre à ce qu'il avait dit sur l'avenir, que vous voyez pour les centres commerciaux de seconde périphérie, troisième périphérie. Vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur les chiffres et sur les possibilités, sur le potentiel, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant, vous, sur les centres de lointaines périphéries, ces mastodontes, etc. Est-ce que ça correspond aujourd'hui aux besoins en consommation? On l'a vu, malgré le vieillissement de la population, mais l'étalement urbain toujours plus grand. Non, il n'y a pas de malentendu avec Jean-Michel. Quand je parle de grands centres commerciaux en tissu urbain, et c'est là où on se rejoint, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Enfin, ces centres arriveront à se recycler, à se reconvertir, je pense, conditions qu'ils soient accessibles en transport en commun, enfin qu'ils intègrent ce dont on a parlé, les nouvelles technologies, etc. C'est l'enjeu de Paris Nord pour Emerson, par exemple. C'est un centre typique des années 70, au milieu d'un plat de nouilles d'autoroute, et qui doit s'urbaniser, qui doit se pacifier. Je voulais juste réagir sur la production de mètres carrés, mais du côté élu, les élus savent ce qu'ils font, je pense que non. Et sur l'ouverture, ça, c'est ce que disait Jean-Michel. Et sur l'ouverture du dimanche. En tout cas, si, les élus savent ce qu'ils font. Ils savent aujourd'hui qu'ils sont dans une compétition territoriale et que leur territoire doit être attractif, si possible plus attractif que celui du voisin. Quand bien même il y a des projets de grandes métropoles ici même, Metz, Nancy, etc., il n'empêche qu'il y a un peu une course en avant aussi des élus. Et je voudrais juste rappeler que depuis que les lois d'urbanisme commercial existent, donc depuis la loi Royer de 73, grosso modo, les élus ont autorisé 60 millions de mètres carrés de commerce en 30 ans. 60 millions. Et la moitié de ces 60 millions l'a été ces 10 dernières années seulement. Au moment même où la consommation commençait à chuter. Oui, c'est ce que vous nous rappeliez à travers vos graphismes. Alors, est-ce qu'on est tout simplement pour dire que ni le marché, ni les lois aujourd'hui réglementent... Alors ça revient à la question. Est-ce qu'on est dans une impasse? Est-ce qu'en quelque sorte, quand même, tous ces immenses projets, notamment en périphérie, vont pouvoir remplir leurs objectifs? Qu'est-ce que vous en pensez? Et en même temps, je vais vous passer la parole après. Et en même temps, vous l'avez rappelé, il y a l'étalement urbain, les gens y habitent de plus en plus quand même. Il y a de la place pour de nouveaux projets, pour de nouveaux mètres carrés, mais il y en a de moins en moins, et il faudra maintenant des études beaucoup plus judicieuses, beaucoup plus fines pour pouvoir justifier chaque nouveau mètre carré. C'est pas simplement une problématique de centres commerciaux, c'est aussi une problématique d'enseignes. Quand vous avez des grandes surfaces spécialisées qui prennent des places dans de grandes agglomérations pour tenir le marché, la fuite en avant, elle est là aussi. Je ne veux surtout pas stigmatiser les centres commerciaux. En fait, la responsabilité, elle est collective. Les distributeurs, les promoteurs et les collectivités sont dans une espèce de bulle immobilière. Juste un mot sur le pudding ou le gâteau. On s'aperçoit que cette logique de gâteau, elle joue quand même dans les territoires qui sont uniquement résidentiels, en tout cas qui n'ont pas d'apport de population supplémentaire. Dans ces zones, des zones plutôt industrielles, en dépeuplement, etc., quand on ouvre le dimanche, alors on a un effet de lissage de l'activité sur le dimanche. Et en général, il est plus cher pour les... Et dans les autres zones ? Et non rentable pour les commerçants de travailler dans ces zones. En revanche, dans des zones qui ont des flux additionnels, que ce soit des actifs qui sont sur des migrations pendulaires,
typiquement les grands cœurs de ville, hein, ou alors des touristes, enfin des flux additionnels, alors on dépasse le marché résidentiel et là, il y a une opportunité pour capter ces flux qui viennent plutôt le week-end d'ailleurs et que l'on ne voit pas dans la semaine. Donc, ouvrir partout le dimanche, c'est un non-sens. En revanche, encore une fois, cibler ces zones qui ont des apports de population peut offrir un potentiel. Vincent Rava, vous vouliez rajouter un mot, puis après on va conclure avec Paul Tenhoff. Je voulais apporter une petite précision. En fait, quand on parle de prolifération de mètres carrés, il ne faut pas faire l'amalgame non plus, parce qu'à chaque fois, vous repreniez la formule grand centre commerciaux et production de mètres carrés. En fait, il y a une grande partie de la production de mètres carrés récente qui est liée à des initiatives individuelles ou parcellaires de production de surface boîte en périphérie, mais sans organisation aucune. On prenait l'exemple de Beauvais tout à l'heure. Alors qu'on a une démarche extrêmement structurée, visionnaire de la part de la ville pour aller consolider son centre-ville en y apportant un petit centre commercial qui soit en synergie avec l'existant, parce que il n'y a pas une organisation au niveau de la communauté d'agglomération des élus qui s'opposent à immédiate périphérie de Beauvais. Il y a un particulier qui travaille et qui a obtenu des autorisations pour un projet qui, pour le coup, n'a aucune légitimité en soi par rapport à l'existant et qui va, lui, aller monter 5 ou 10 moyennes surfaces en périphérie sans aucune intégration urbaine, sans cohérence. Et c'est ce qui va devenir l'entrée de ville et la façade visible et immobilière de la ville pour accueillir les gens de son bassin d'emploi. Donc effectivement, je pense que c'est plutôt ce genre d'initiative qu'il faut encadrer et dénoncer, et non pas la production structurée, cohérente, intelligente sur les territoires qui peut se faire au travers de grands ensembles commerciaux, comme on a vu à Montpellier, par exemple, Odysseum, sur un quartier qui était neuf, où effectivement l'initiative en termes de génération et de structuration de l'habitat et de la ville, est très saine. Avec une bonne desserte de tramway aussi. Voilà, desserte de tramway, de transport, enfin le tout a été pensé. Bon. Alors, Paul, qu'est-ce que vous en pensez? On va vous traduire, je pense, la question. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs, Jean-Michel, les uns les autres, McDonald's a annoncé la fermeture, par exemple, de pas mal de McDo en centre-ville, notamment celui de Carcassonne et dans un certain nombre de villes. Et pourtant, Dieu sait si McDonald's cartonne en France pour se rapprocher de la périphérie et parce qu'ils pensent qu'il faut suivre les drives, en conclusion, de drive. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment lutter contre ce phénomène? On sent qu'il y a plus de 1000 drives en France aujourd'hui. Comment lutter contre ce phénomène quand on est city manager en France ou aux Pays-Bas? J'imagine que vous êtes confronté aux mêmes problématiques. Prenez le micro là. Il y a Jean-Michel qui me dit qu'il n'est pas sûr, lui. Vous me donnerez une réponse après. What we see in the Netherlands that McDonald's has, I think, a good position, for example, but it's also in the center of the Maastricht. So they have a strategy that they are on several places in the center, but also on strategic places in the country. And I have to say that the infrastructure of the Netherlands is not the same as in France. France is a large country, and it is very small. Yes, with a high density of population. Yeah, so I think that McDonald's, but you also say that the proposition every time you must have a strategy and look to the proposition in each country. And in the Netherlands, you see that, for example, McDonald's and other kinds of that kind of business, they have a strategy that they are in the centers. They have good shoppings there, and also they have a strategy to go in special places out of the cities. Ah, ok. Jean-Michel, pas tout à fait d'accord. Vous pensez que McDo qui quitte les centres-villes, c'est anecdotique en quelque sorte? Non, je parlais des drives en fait. Oui, mais je faisais le lien parce qu'ils voulaient quitter le centre-ville pour se rapprocher des drives. Oui, alors en France, il y a aujourd'hui, je crois, à peu près 1300 drives, je crois, 1300, qui d'ailleurs tous perdent de l'argent, entre parenthèses. Oui, il n'y a pas tellement de modèles économiques. Oui, mais en attendant, tout ça
correspond à des mètres carrés potentiels. C'est-à-dire que si on essaye quelque part de faire le rapport entre le chiffre d'affaires et ce que ça représenterait en réalité en mètres carrés commercial, je pense que ça poserait quand même un problème assez significatif. Et ça démontrerait effectivement qu'il y a un véritable transfert. Alors, ça pose un problème pour les centres commerciaux, les drives. Hein. C'est que le principe du centre commercial, c'était d'avoir, en tout cas à la française, c'était d'avoir un hypermarché qui était la locomotive du centre commercial, et à partir du moment où quelque part on dérive une partie du flux vers des drives, évidemment, ça peut poser un problème relativement significatif, notamment à l'attractivité de la galerie marchande. Allez, y a-t-il des questions dans la salle? S'il y a des questions, il y a des hôtesses. Alors je ne vous vois pas trop parce qu'on est, voilà, on est vraiment sous les projecteurs, vous voyez, comme de célèbres vedettes. Alors, je mets le programme en visière. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Voilà, monsieur. Vous pouvez poser votre question. Si vous avez la voix qui porte, vous y allez. Sinon, il y a une hôtesse qui... Bon, allez-y, vous m'avez l'air... Société? D'accord. Parlez bien fort, et puis voilà, le discount années 80, oui. Oui, ça marche, ça marche. Non, ça marche pas. Il faut que vous parliez plus près du... Voilà, plus... Bon, pas forcément. Bon, alors est-ce que vous avez une question, monsieur? Oui, j'ai bien compris, mais est-ce que vous voulez poser une question à Pascal? Bon, alors on est effectivement dans des logiques très complémentaires, Pascal. Je crois qu'on est un peu d'accord. Je crois que c'était le sens de mon propos, oui. Ouais. Enfin, bon. Non, mais je n'ai pas de commentaire à apporter. Bon, allez, y a-t-il une autre question dans la salle à poser aux uns, aux autres? Vous avez l'impression qu'on a fait à peu près le tour? On a fait à peu près le tour. Allez, dernière question, puis après on va se séparer le temps du déjeuner. Jean-Michel, alors ce qui m'a étonné, c'est que on a beaucoup parlé là de centres commerciaux, et finalement il y a un mot qu'on a assez peu prononcé, c'est nouvelle génération. Vous avez entendu que Vincent disait qu'on était plus dans une continuité. Est-ce que on en parlera cet après-midi sur l'usage des technos. Est-ce que vous pensez que les centres commerciaux, et singulièrement ceux de centre-ville, puisqu'ils doivent se battre d'autant plus, vont être concernés par de nouvelles problématiques, et c'est en cela qu'ils seront dans des logiques de concepts de nouvelle génération? Oui, alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas réinventer la brouette tout le temps, parce qu'on est dans un... Sinon, elle va verser. Non, on est quand même quelque part dans un environnement commercial qui est un environnement commercial relativement stable. Il y a des choses qui bougent, le consommateur change effectivement assez régulièrement dans sa manière d'appréhender en fait les lieux de commerce. En attendant, le consommateur reste un animal social. Ouais. Et cet animal social, il a envie et il aura toujours envie de se frotter avec ses congénères, et le centre commercial et bien sûr la ville, le centre-ville en particulier, sont des lieux privilégiés pour ça. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus considérer qu'il va y avoir des révolutions absolues qui vont nous tomber dessus dans les jours qui viennent. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut véritablement aujourd'hui faire la différence entre ce qui est du domaine structurel et du domaine conjoncturel. On est quand même en ce moment dans un élément conjoncturel qui n'est pas facile. Oui. Et il ne faut pas l'expliquer par des éléments structurels. Bon, merci à vous tous. On a fait à peu près le tour du sujet. Je vous propose que nous les applaudissions chaudement. Vincent, Pascal.